Bonjour à tous, Jules Martin, Developer Relation Manager chez Scaleway. Aujourd'hui, on va vous présenter une table ronde sur les bonnes pratiques pour construire une infrastructure scalable. Et un grand merci à Anne Bochard qui m'a aidé à monter ce webinar. Et nous serons accompagnés aujourd'hui aussi de Golem.ai et Microbiome Studio. Et on peut passer sur la prochaine slide, Nera, s'il te plaît. Donc voilà les speakers qui vont m'aider aujourd'hui à parler de ce sujet. Je vais les laisser se présenter tout de suite et je donne la parole à Sylvia. Bonjour à tous, Sylvia Julien. J'ai rejoint l'équipe Microbiome Studio il y a quelques mois, au mois de septembre, pour prendre le rôle de General Manager au sein de cette start-up. Et j'ai un background scientifique biologie. Bonjour à tous. Merci Jonathan, donc directeur technique chez Microbiome Studio, également un background scientifique avec pas mal d'expérience sur tout ce qui est biologie computationnelle. Voilà. Et bonjour à tous également, moi c'est Kylian Vermersch, je suis le CTO et l'un des cofondateurs de Golem.ai depuis un peu plus de 5 ans. Super. Merci à vous tous d'être présents ici. Je vais rapidement parler de comment on va organiser cette table ronde qui va durer environ 45 minutes. Donc, on va passer d'abord par une rapide évolution du cloud et où est-ce que ça nous a, du public cloud et où est-ce que ça nous a emmené jusqu'à aujourd'hui. Je parlerai un petit peu de Scaleway. Je laisserai surtout nos invités nous parler de leur startup et de leur infra. Ça va être un échange tout du long. Et on finira par une session de Q&A, comme l'a dit Nera au tout début. Et petite surprise à la fin, on vous a prévu l'équivalent de 5 000 € de voucher. Donc, je vous conseille de bien rester attentif jusqu'au bout. Je te laisse avancer sur la prochaine slide, Nera, s'il te plaît. Donc, le but du jeu, là, c'est pas d'être exhaustif sur ce qui a été fait durant les 20 dernières années, parce qu'on pourrait y passer 4 jours. C'est simplement de vous montrer d'où est-ce qu'on est parti il y a environ 20 ans et où est-ce qu'on arrive aujourd'hui sur son évolution globale, pas que l'évolution de Scaleway, même si bien sûr, on pourra en parler tout au long de cette table ronde. Donc, il y a une vingtaine d'années, on a eu les premières, on va dire, compagnies cloud et services cloud avec Salesforce, les premiers produits SaaS. On a eu une évolution depuis le début des années 2000 vers du IaaS, du SaaS et du PaaS sur, on va dire, tous les éléments de notre vie informatique et tous les services dont on se sert. Donc, moi, j'aime bien quand même partir de 2006 parce que c'est l'année où Amazon a lancé avec Amazon Web Services ses premiers produits. Donc, EC2, Storage. Et là, ça a été l'avènement vraiment du IaaS, donc sur comment consommer de l'infrastructure sur le moment. Donc, qu'est-ce que ça sous-entend? C'est-à-dire payer vraiment à l'usage, démarrer des services de manière quasiment instantanée et consommer que ce dont on a besoin et pas plus. Donc, bien sûr, on a évolué dans ce sens-là de plus en plus avec IaaS, PaaS, SaaS. GCP a suivi, Azure aussi, et Heroku, dans les années début 2010, a lancé les premiers services PaaS, on va dire. Donc, où est-ce que ça nous emmène? Ça nous emmène un peu là aussi où est Scaleway aujourd'hui. Donc, Scaleway, c'est à l'origine online. Donc, c'est une entreprise qui vendait du serveur dédié, qui vend toujours du serveur dédié. Aujourd'hui, on adopte une stratégie cloud public. Donc, on a une quarantaine de services IaaS PaaS dont je ne vais pas faire la liste ici, mais qu'on pourra détailler au fur et à mesure de la table ronde. Et aujourd'hui, et c'est un peu ce vers quoi tend cette frise et ce vers quoi tend Scaleway, c'est aussi l'avènement du multi-cloud. Donc, le multi-cloud, ça passe par notamment deux choses. C'est premièrement diversifier son infrastructure. Chez Scaleway, on essaye de vous fournir les meilleurs services possibles, mais on ne peut pas encore répondre à tous les besoins, même si c'est ce vers quoi on veut tendre. Et du coup, diversifier son infra chez plusieurs providers et ce vers quoi travaille Scaleway aussi, c'est offrir des services vraiment
multi-cloud. Aujourd'hui, on a déjà plusieurs à notre arc. On a des load balancers multi-cloud. On a aussi un service de Kubernetes managé multi-cloud. On pourra en reparler aussi après. Donc voilà, on est parti vraiment de premier service SaaS à aujourd'hui des infrastructures hybrides multi-cloud en IaaS, PaaS, SaaS, full managé. Et en fait, pourquoi cette introduction à cette évolution? C'est parce qu'aujourd'hui, pour construire son infrastructure, ça devient difficile de s'en passer parce que déjà, il nous amène une simplicité, il nous amène un gain de coût vraiment très important, mais en plus, ça nous permet aussi de faire, d'utiliser des produits qui ont été travaillés par des experts. Je vais prendre un exemple. Aujourd'hui, ça peut devenir très compliqué de trouver par exemple un sysadmin DB qui va nous aider à monter nos databases. Alors que 90%, si c'est pas 99% des workflows sur Internet aujourd'hui ont besoin d'une database. Comment on fait? On peut utiliser un service de DB manager, DB as a service qui existe maintenant depuis plusieurs années chez plusieurs providers. Donc voilà, je vais laisser la parole à Kylian, si je ne me trompe pas dans l'ordre des slides, pour qu'il nous parle un peu plus de Golem et de son infra en général. Merci Jules. Donc Golem.ai, vous avez quelques chiffres importants ici. On a été créé en 2016. Notre objet, c'est qu'on est arrivé avec une IA, qui est un objet technologique. On est beaucoup à faire ça. On a une approche assez différente pour le faire. Mais l'objet chez nous, même si l'essence de Golem.ai est une deep tech, donc une startup qui produit sa propre technologie et qui vend un outil technologique, la finalité, c'est de vendre un ou même des produits maintenant qui simplifient le travail. Et qui simplifient le travail majoritairement dans le cas où des entreprises ont beaucoup de textes à traiter. Donc beaucoup de textes à traiter, ça veut dire beaucoup de documents, beaucoup de messages entrants. De manière générale, dès qu'il y a une quantité massive de textes à traiter qui coûte beaucoup de temps pour relativement peu de valeur ajoutée parfois, on intervient. Dans les quelques chiffres ici, en dehors des chiffres classiques que j'ai renseignés, il y a donc le nombre de clients, c'est majoritairement des gros, voire très gros clients. On travaille avec des entreprises du CAC 40, des ministères, etc. Puisque comme je le disais, plus le volume est important, plus vous aurez de valeur ajoutée. Deux chiffres que j'ai rajoutés pour cette présentation précisément, c'est qu'on arrive à gérer toute notre infra actuellement, qui gère des dizaines de milliers de traitements lourds par jour, avec 2 DevOps. Et c'est un des gros sujets pour nous dans une infrastructure cloud. On parle beaucoup des coûts d'infrastructure, des coûts des serveurs, etc. Pour une startup, ce qui coûte le plus cher, c'est d'avoir une bonne équipe et réussir à avoir avec une équipe de seulement 2 DevOps l'intégralité d'une infrastructure de production qui tourne à une échelle assez importante. C'est hyper important pour nous. Je vais passer à la suite. Donc, on a 2 produits principaux. Je les présente ici parce qu'on va parler un peu plus de l'infrastructure derrière et que c'est assez important de comprendre un petit peu comment les choses se passent. Parce qu'avoir une infrastructure, c'est bien, mais c'est un moyen, pas une fin. Donc, tout à l'heure, je parlais de produits. Ça, c'est nos 2 produits principaux. InboxCare qui traite des messages entrants. Donc, on le voit ici. Tous les messages arrivent dans des formats très variés. Ils passent par un extracteur qui les normalise. C'est-à-dire que le texte est extrait à la fois du corps du mail et des pièces jointes. C'est passé dans notre moteur, qui est donc vraiment la partie IA chez Golem.ai, qui est le moteur NLU, donc Natural Language Understanding. L'idée, c'est d'extraire du texte, du sens. Donc en fait, on transforme de la donnée non structurée, qui est du texte, en de la donnée structurée. Ce qui, pour les techs qui nous écoutent, est globalement du JSON qui contient la donnée brute. Donc cette première partie, vous voyez qu'elle est commune à nos 2 produits visibles ici. Et à partir de là, c'est là qu'intervient la valeur ajoutée individuelle de chaque produit. Dans le cas d'InboxCare, ça passe d'abord par un moteur de catégorisation. Donc le but, c'est que pour chaque message qu'on reçoit, comprendre de quoi il parle, pour ensuite pouvoir faire différentes actions automatiquement à partir de là. Donc ça va être en général au minimum de le rerouter vers la bonne personne, ou la bonne équipe, ou la bonne boîte mail générique. Et ça va être aussi souvent de préparer des réponses automatiques. Je dis préparer parce que souvent, le cas que les entreprises préfèrent, c'est pas forcément d'envoyer des réponses automatiques, c'est que la personne qui traite le message va pouvoir avoir, au moment où elle reçoit le mail, déjà
déjà, elle va recevoir uniquement les mails qui la concernent et pas tous les mails et devoir les trier. Et en plus, elle aura une réponse prête à envoyer ou qu'elle pourra modifier éventuellement pour l'envoyer. Donc, Checker, c'est le même modèle d'usage, simplement ça s'adresse plutôt à des documents. Et là, le but, c'est d'extraire l'information importante d'un ensemble documentaire. Par exemple, pour un de nos grands clients Engie, on traite pour eux des grosses masses documentaires, principalement des appels d'offres. L'idée, c'est que sur un document de 200, 300 pages, on va pouvoir extraire quelques dizaines de critères importants pour eux et les afficher à un traitant qui, au lieu de devoir lire à la main les 400 pages, va avoir sous les yeux les critères importants pour lui permettre de prendre une décision. Et du coup, utiliser son intelligence humaine à majoritairement prendre la décision et moins à balayer des pages et des pages pour chercher ce qu'il voulait. Donc voilà dans les grandes lignes ce qu'on fait. On va rentrer dans des discussions un peu plus techniques, je pense, avec les questions de Jules. Et je laisse la parole à Microbiome. Tout à fait. Merci, Kylian. Alors, de notre côté, Microbiome Studio est une structure beaucoup plus récente que Golem, puisqu'on a été créé seulement en décembre dernier et on travaille ensemble sur notre projet depuis vraiment techniquement septembre. Alors, notre vision, nous, c'est utiliser tout ce que la nature apporte et notamment les microbes, ce qu'ils peuvent produire comme molécules et comment on peut les utiliser pour des solutions innovantes dans l'agroalimentaire, la cosmétique, la santé, l'agriculture. Et pour faire cela, en fait, on développe une solution, mais aussi un accompagnement pour utiliser cette solution au sein de l'équipe pour décrypter le fonctionnement, le métabolisme des microbes, pour vraiment révéler leur potentialité et ouvrir un champ vraiment d'innovation à nos clients. Alors, comment on fait ça? On a 3 piliers principaux. Le premier pilier que vous observez à gauche, c'est qu'on offre à nos clients notre expertise et notre capacité vraiment d'agréger, d'intégrer une grande quantité d'informations. Donc, on commence en fait à agréger une grande quantité d'informations biologiques disponibles, ce qu'on appelle dans l'équipe l'univers des possibles, ce que les microbes peuvent faire. Et sur cet univers des possibles, vous voyez la roue verte où on va en fait injecter, projeter les données venant de nos clients sur leur système microbien spécifique pour leur dire, parmi cet univers des possibles, voilà ce que votre écosystème est susceptible de faire. Et la beauté de notre solution, en fait, c'est que tous ces rouages, les clients ne les voient pas parce que le pilier central de visualisation, c'est vraiment le cœur de notre solution, c'est-à-dire qu'on va rendre digeste l'indigeste. Pour des gens qui n'ont pas l'habitude ou pas l'expertise de manipuler des données, on présente toute cette masse énorme d'informations de manière intuitive, interactive, à travers des vues très user-friendly. Et à travers ces vues, ils vont pouvoir interagir avec leur écosystème, le comprendre. Et s'ils le comprennent, ils peuvent poser des hypothèses pour le faire évoluer vers des nouvelles solutions innovantes pour répondre, par exemple, dans l'agroalimentaire, à besoin de plus de naturalité des consommateurs avec des goûts plus affirmés ou des goûts nouveaux. Ou si on parle de la cosmétique, arriver à développer des produits qui ne contiennent pas de molécules chimiques parce qu'on va en fait forcer les petites bactéries qu'on a sur la peau à produire les bonnes molécules, par exemple, pour avoir un effet transpirant qui sera porté naturellement par les bactéries de la peau et non pas par une molécule chimique qu'on injecterait dans l'antitranspirant. Donc, c'est vraiment notre volonté. Et quand je décris ce schéma, automatiquement, vous voyez déjà poindre des enjeux sur notre infrastructure. On doit être en capacité d'agréger, intégrer des grosses quantités de données biologiques qui sont dispersées. L'équipe de Jonathan, notamment, utilise des bases de données qui peuvent faire jusqu'à 850 téra en termes de volume, ce qui est quand même énorme à traiter. On a aussi à acquérir, analyser, stocker les données de nos clients. Et ces données aussi ont une énorme volumétrie parce que c'est différents types de données qui viennent de grosses séquenceurs qui séquencent l'ADN, l'ARN. Donc, vous imaginez aussi la volumétrie. Et le troisième gros enjeu qu'on a aussi, c'est de garantir la sécurité de ces données à nos clients. Parce que je pense que Golem a exactement la même problématique. Ce sont leurs données stratégiques, c'est le cœur du réacteur de leur innovation. Donc, il faut qu'on soit sûr qu'on leur garantit cette sécurité. Et nous, actuellement, on développe notre outil dans full SaaS. Pour l'instant, c'est plutôt nous qui fournissons l'architecture à nos clients. Donc,
on tourne avec Scaleway de la racine des cheveux jusqu'au bout des orteils, mais on peut imaginer aussi que plus tard, certains clients nous obligent à passer par le cloud qu'ils utilisent chez eux, qui n'est peut-être pas Scaleway. Donc, tout ce que mentionnait tout à l'heure Jules par rapport au multi-cloud, etc., ce sont aussi des enjeux, nous, pour développer notre outil sur le marché. Et je laisse peut-être Jonathan rentrer un peu plus dans le détail sur certains enjeux de notre infrastructure. Merci Sylvia pour cette présentation. Donc sur la slide suivante, je vais vous expliquer un peu les enjeux qu'a Microbiome Studio sur la scalabilité et pourquoi c'est important. Comme ça a été expliqué précédemment, la scalabilité va jouer sur plusieurs axes. Alors le premier axe, c'est peut-être le moins évident, mais qui est chez nous central, c'est le stockage de la donnée. Alors, en effet, nous avons un besoin de stockage et de traitement de la donnée assez important, qui peut dépasser le téraoctet et la centaine de téraoctets. Et donc, il faut penser en amont à avoir la capacité de gérer ces données-là et d'avoir finalement des volumes élastiques. Donc, dans le stockage de la donnée, chez nous, nous avons deux types. Nous avons ce qu'on appelle de la donnée chaude et de la donnée froide. Donc, sur la première, le donnée chaude, on va se reposer sur les technologies de block storage fournies par Scaleway. Donc, c'est le point suivant. Ces blocs storage vont nous permettre typiquement, l'ouverture d'un projet, on va stocker de l'information. Cette information, elle est nécessaire le temps du projet. Une fois que le projet est terminé, on va fermer et on va archiver le projet. Et dans ces cas-là, on va utiliser plutôt des technologies type Object Storage, qui est décrit dans le point B. Ces Object Storage, plus communément, vous les connaissez sous le nom de technologie S3, etc. Donc, ça, c'était le premier point qui est assez crucial et qui l'est d'autant plus dans l'ère du big data, c'est de penser à avoir des volumes de stockage élastiques. Le deuxième point, qui est en lien, c'est la puissance de calcul. Nous, on a une grosse thématique orientée calcul scientifique. Et donc, on doit être capable de pouvoir déployer nos workflows sur des grosses machines. Et Scaleway est en capacité de nous fournir des machines qui ont plus de 250 gigaoctets de RAM, 36 cœurs. Et donc, ce qui nous permet virtuellement, par exemple, si on en a le besoin, d'avoir 360 cœurs consommables assez rapidement. L'autre point qui est plus courant, qui est la réactivité au pic de charge. Et ça, c'est important pour différentes raisons. Le premier, c'est évidemment pour le coût, c'est qu'on ne paye que ce qu'on consomme. C'est aussi intéressant d'un point de vue écologie. On va éviter d'avoir des consommations énergétiques quand on n'en a pas besoin. Et l'autre point, et peut-être aussi un des plus importants sur cette réactivité, c'est l'expérience utilisateur, c'est qu'il ne va pas forcément ressentir des ralentissements, puisque quand il va avoir une augmentation de charge, automatiquement, on va augmenter le nombre de ressources nécessaires pour traiter la demande. Le quatrième point, il est primordial, parce que sans cela, il n'y a pas de scalabilité, c'est être en capacité de monitorer toutes ces ressources, qui sont les CPU, la mémoire, la bande passante, etc. Donc voilà, ici, je vous ai présenté finalement les 4 grands axes auxquels Microbiome Studio regarde pour penser sa scalabilité. Ok. Merci beaucoup à vous deux aussi pour cette présentation. C'est super parce qu'il y a plein d'axes qui ont été abordés. Donc, ça va nous permettre d'en discuter un petit peu. On reviendra, parce que je pense que c'est une remarque qui va venir de Chan, sur les schémas d'infra en eux-mêmes un tout petit peu plus tard. Là, on va discuter de certains aspects entre nous et on vous partagera les schémas. C'est juste après. Ouais. Désolée, Non, mais très bien. C'est bon. Non, très bien, Nera, et il n'y a aucun souci. Et on l'a sous les yeux, on y reviendra peut-être juste après. Moi, j'ai quelques questions pour Kylian et Jonathan. La première, c'est quel conseil est-ce que vous pourriez donner aux gens qui nous écoutent, aux CTO, aux DevOps qui nous écoutent surtout, pour monter une infrastructure scalable dès le début ou assez tôt si possible?
des directions. C'est une très bonne question, Jules. Je vais commencer à répondre et pour laisser ensuite la main à Kylian. Donc, en tout cas, regardons notre thématique. Pour nous, c'est d'abord avoir une vision des différents composants nécessaires dans l'infrastructure. Parce qu'il va être nécessaire de les identifier pour essayer de minimiser ce qu'on appelle le couplage de ces différents composants. Parce que l'infrastructure, invariablement, va évoluer. Et donc, il faut être en capacité de la modifier si nécessaire. L'autre point, c'est d'identifier les ressources qui vont être consommatrices en CPU, en RAM et en stockage de données. Et pour ordonnancer un petit peu tout ça, c'est d'avoir des techniques d'automatisation, autant sur le provisionnement des ressources que de la configuration de ces machines. Pour moi, si on a déjà un petit peu ces axes, on commence à avoir une vision, les bonnes pratiques pour mettre en place cette infrastructure scalable. Je passe la main à Kylian. Alors, je rajouterais un élément tout simple. On parle de scalabilité, et scalabilité, effectivement, ça vient déjà avec le fait de commencer quelque part. Commencer simple, c'est pour moi un énorme sujet. Nous, on a une assez longue histoire Ops et on a vécu pas mal d'époques. On a commencé avec Scaleway, on est chez Scaleway maintenant. Au départ, on avait une infrastructure extrêmement simpliste, parfois trop. Et je pense que c'est important de ne pas démarrer avec 5 couches applicatives ou un énorme cluster de microservices, comme j'ai pu voir certaines personnes le faire. Et pourtant, c'est fun, hein, et moi, le premier, ça m'éclate. Mais ça pose des vrais problèmes de vitesse de croisière. On dit souvent fake it until you can make it dans le monde des startups. Autant j'aime pas trop cette expression parce que je suis pour le fait qu'on fasse des choses concrètes dès le début, mais les faire au plus simple et les améliorer ensuite est un élément hyper important. De toute façon, on n'aura jamais ce qu'il faut du premier coup. On a quelques maîtres mots chez nous dans la... Pardon, je crois que tu as dit quelque chose, Jules. Non, j'ai juste plussoyé ce que tu viens de dire. Effectivement, je pense qu'on a tous envie d'avoir une infra magnifique qui marche dès le début, mais c'est comme tout, ça s'appelle de l'architecture, c'est pas pour rien, hein, c'est comme pour un bâtiment, il faut commencer par les fondations et après on élève les étages, quoi. Je pense que c'est pareil pour Microbiome. Le schéma qu'il nous présente, c'est la résultante de plusieurs semaines de boulot, quoi. Ça vient pas en une fois. Et en plus, on a vraiment de la chance dans le monde de l'infra, c'est que contrairement à un bâtiment, si on veut, on peut remplacer le deuxième étage sur 5 à mi-chemin. C'est quand même un gros avantage. Oui. Voilà, c'est une grosse chance qu'on a dans ce milieu-là. Nous, on a quelques mots-clés hyper importants dans l'infrastructure chez nous. Je vais donner 3. Hein. C'est redondance. De manière générale, un service, s'il existe qu'une seule fois, il n'existe pas. Et l'infrastructure as a service est assez utile là-dessus. On rigole souvent en disant 1 c'est 0, 2 c'est 1, 3 c'est bien. Voilà. Répliquer les services, c'est un élément de base qui permet de vraiment tenir la route en face à tous nos problèmes, qu'ils soient logiciels, matériels ou autres. L'automatisation, donc ça veut dire plein de choses. Ça veut dire faire en sorte que chaque déploiement ne soit pas un travail de 3 jours, mais le clic sur un bouton. Et ça va aussi beaucoup avec l'autoscaling, dans le sens où, tout à l'heure, Jonathan parlait de pic de charge. Le pic de charge, s'il a lieu quand le DevOps est en train de regarder son écran, c'est super. Mais des fois, le pic de charge, il a lieu quand on est en post-déj ou qu'on est en train de dormir. Nous, par exemple, on fait du traitement documentaire. Si un de nos clients décide de traiter 1 million de documents pendant qu'on dort, on a envie que l'infrastructure, elle évolue toute seule. Et on n'a pas non plus envie de payer une infrastructure qui est prête pour 1 million de documents en permanence. Alors que l'autoscaling permet de justement remédier à ça. Et le troisième point, qui est le dernier, mais qui pourrait sûrement être le premier, c'est l'observabilité. Pareil, Jonathan en a parlé, on parle de monitoring, on parle aussi de debug. C'est hyper important de savoir ce qui se passe partout, autant pour des raisons purement Ops ou DevOps, mais aussi même parce que dans une entreprise, souvent les DevOps sont d'une manière ou d'une autre au service des développeurs. C'est le monitoring de l'infrastructure qui permet aussi souvent de savoir ce qui se passe au cœur des applications. Okay. Voilà. Et si je peux rebondir, Jules, si tu me permets, sur la technique du groupe. Voilà. Donc, je suis plus la personne un peu terre à terre. Le cerveau pour l'infrastructure, il est à ma droite. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant aussi dans la manière de monter notre infra, c'est que Jonathan l'a énormément pensé par rapport à nos besoins
et on s'est fait challenger par des personnes extérieures qui avaient aussi une capacité technique. Et c'est vrai que on a la tête dans le guidon, on est dans notre sujet, etc. Et le fait que nos partenaires industriels avaient des personnes qui avaient du répondant par rapport à Jonathan et avec lesquelles on a pu discuter de cette infrastructure, pourquoi vous avez fait ces choix, mais je ne comprends pas, là peut-être que vous aurez une faille, etc. Voilà, Jonathan est vraiment très équipé techniquement pour monter toute l'infrastructure, mais je pense que tu as réellement apprécié l'échange avec les partenaires industriels. Donc, je trouve qu'il ne faut pas hésiter à le faire dans les limites de la confidentialité en fonction du business qu'on développe. En tout cas, nous, ça nous a beaucoup apporté. Et moi, j'avais une petite question pour Kylian, parce qu'il nous a beaucoup titillé avec Jonathan, avec ses 2 DevOps, alors que la boîte est montée depuis quelques années. Et peut-être ça serait intéressant pour toutes les personnes qui nous écoutent, par rapport à cette infrastructure, tu as commencé simple, mais en la pensant grande. Comment tu as positionné l'arrivée de tes 2 DevOps sur cette feuille de route ? Alors, au tout départ, comme beaucoup de startups, les DevOps, c'était en fait dans les devs. Et même comme beaucoup de startups, au départ, le DevOps, c'était moi, c'était le CTO. L'idée, alors, il y a 2 choses. C'est déjà à quel moment on les a fait arriver pour répondre très pragmatiquement. Le premier, je dirais, au bout de à peu près 1 an, quand on a commencé à avoir nos premiers clients sérieux. Et le deuxième, au bout d'à peu près 3 ans. Et ensuite, comment est-ce qu'on fait pour en avoir que 2 ? Alors ça va, je pense que je vais aussi au passage répondre à la question de Anna que j'ai vu passer dans le chat parce que ça va de pair. Est-ce qu'on utilise des produits cloud managés ? Et en fait, c'est un peu la réponse. Souvent, on est un peu réticent à utiliser certains services managés. Je pense par exemple aux bases de données managées parce qu'une base de données managée, ça coûte pas mal plus cher qu'un serveur qui a exactement la même puissance sur lequel on installe notre propre base de données. Mais justement, les implémenter dès le début, c'est assez important. Parce qu'en fait, souvent, ne pas le faire, c'est un peu le piège. Parce que oui, d'un point de vue purement coût matériel, c'est un peu moins cher de ne pas utiliser un service manager. Par contre, ça veut dire qu'il va falloir plus de temps pour le gérer, que le jour où il y a un problème, on va être tout seul parce que ça va être à nous de mettre en place les solutions. Alors que avoir un service manager, ça veut dire, par exemple, dans le cas de Scaleway, il y a un serveur secondaire parallèle en cas de problème. Il y a un backup point in time qui permet de revenir à exactement l'état de la base de données qu'elle avait il y a 3 jours à 14h15. Qui sont des choses en fait qui, malgré le fait que ça augmente un peu les coûts, même s'ils restent assez raisonnables, font en sorte que il n'y a pas de coût caché en fait. On paye ce qui est écrit et le jour où on a un problème, on paye la même chose et le problème a tendance à soit carrément être invisible parce que le backup s'est fait tout seul, et soit à pouvoir être restauré très rapidement. Ok. Pardon, je rajoute une chose. Du coup, oui, je trouve ça important de les implémenter dès le début du projet, et encore plus en fait dès le début du projet, parce que oui, peut-être que le jour où on devient Netflix ou une très très grosse boîte qui gère une grosse infra, ça peut devenir intéressant d'utiliser autre chose qu'un service managé pour des raisons soit de coût, soit de features très très précises. Mais en fait, c'est plutôt quelque chose qu'on va voir à un niveau de maturité que même chez Golem.io, on n'a pas encore atteint. Wow, on a eu plein de questions dans le chat. Il y en a certaines, on va les garder peut-être pour les Q&A. Tout ce qui est question de roadmap, j'y répondrai bien sûr. Alors là, il y a vraiment une question pour toi, Kylian. Si tu as un exemple à partager de la scalability dans la télémédecine. Alors, c'est très précis. Si tu veux, tu peux tout à fait dire que tu répondras plus personnellement si tu penses que c'est un sujet vraiment. En fait, surtout que c'est pas directement mon métier. Bon, j'ai la chance d'avoir rencontré des gens dont c'est le problème. Après, en France, c'est majoritairement Doctolib qui a eu ce problème-là à gérer. Oui. Moi, je peux peut-être embrayer si tu veux. Et après, s'il faut, on pourra y répondre de manière plus précise. En fait, dans tous ces soucis de scalabilité, de bonnes pratiques et de pas arriver le jour J comme une fleur et que rien ne marche, en fait, c'était un peu l'évolution que j'évoquais au début. Donc, chez Scaleway, on sait le faire maintenant, bien sûr, mais l'avantage du YAS et du PaaS, c'est non seulement d'avoir une expertise sur des produits, donc gérer des énormes DB, ça peut devenir extrêmement compliqué. Alors, comme Kylian l'expliquait, à un certain niveau, il va falloir qu'il y ait comme une personne dédiée à ça, mais au début, quand vous n'avez pas
les personnes qui ont les compétences nécessaires et quand c'est une ou deux personnes techniques qui font tout de A à Z, faut simplifier la vie au maximum, quoi. Je parle pour Jonathan et Kylian, je pense que je parle pour 90% des CTO et des DevOps qui nous écoutent, qui bossent en France. On a des produits sur étagère où en un clic, on les allume, en un clic, ils sont scalables, et en fait, c'est l'usage de ces produits, ce vers quoi il faut tendre au début, quoi. Que ce soit Scaleway ou un autre, hein, de toute façon, de manière globale. Donc dans les bonnes pratiques pour rebondir sur la question, après on pourra peut-être passer sur une autre question. Les conseils, avoir une vision globale, moi j'ai noté, commencer simple, axer dès le début sur des produits IaaS, PaaS, parce que ça permet une redondance, une automatisation, une observabilité et un auto-scaling simplifié. Et aussi, pour sortir un peu de ça, se faire challenger, c'était une excellente remarque de la part de Sylvia. Voilà, je suis 100 fois pour avoir un avis extérieur sur l'infra qu'on a monté, quoi. Et je crois qu'on vous a beaucoup sollicité sur ce point, sur certains aspects. Oui, alors pour la petite histoire, moi j'étais solution architecte avant et c'est vrai que j'étais le SA de Microbiome pendant un petit moment et maintenant quelqu'un d'autre a pris le relais, mais avoir un avis extérieur, c'est vraiment super, que ce soit nous ou un autre prestataire, bien sûr. C'est toujours mieux si vous pouvez le faire avec votre provider parce que bien sûr il connaît son produit sur le bout des doigts. Moi, j'ai deux questions. Alors, j'ai une liste de questions, mais il y en a deux notamment que j'aimerais bien qu'on traite. La première, c'est si vous deviez refaire. Alors, Kylian, je pense qu'il a un petit peu répondu implicitement, mais si vous deviez recommencer votre infra aujourd'hui, comment est-ce que vous y prendriez? Qu'est-ce que vous feriez de différent? Peut-être c'est que vous êtes super content et ça a très bien marché dès le début. Et c'est tant mieux, hein, ça peut arriver. Je vais commencer comme ça on respecte l'ordre. C'est vrai que sur ce point-là, comment on ferait différemment si on recommencerait, ça prend vraiment le point de Kylian. En fait, le piège qu'on a tous quand on veut commencer une infra, c'est de dire on va penser à tout dès le début, à J0, ça sera parfait. Et le piège que c'est que ça va être très consommateur de temps et d'énergie pour y parvenir. Et au final, dans tous les cas, l'infra que vous avez pensé, que vous avez toute l'énergie que vous aurez mis, elle sera différente. Donc, c'est vraiment ça le piège. Je pense qu'on est au début, comme tout le monde, on est tous un peu tombés dedans, à se dire on va commencer, on va faire le truc parfait. C'est pas possible. Il faut commencer par des petites briques. Et Kylian avait des très bons conseils. Commencer simple et voilà. Donc, Et ma réponse est la même en fait. Hein. Pareil, effectivement, et je fais partie de ceux qui tombent dans le piège, qui sont tombés dans le piège que j'essaie de recommander aux autres de ne pas tomber dedans maintenant. C'est-à-dire que on a voulu faire beaucoup de choses à la main. On a commencé notre infra en mettant 3 serveurs bare metal sur lesquels on avait installé Docker Swarm alors qu'il était déjà en fin de vie. Et on a eu des downs qui nous ont mis 4 heures à relancer à la main. J'avais un système d'alerting qui m'envoyait des SMS à 2h du matin, qui me demandait de me relever. Voilà. Beaucoup de choses qui sont des problèmes qu'on a, j'ai pas envie de dire plus jamais, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une mauvaise surprise, mais beaucoup moins, et surtout qu'on n'aurait jamais eu à l'échelle qu'on avait au tout départ. Voilà. Ok, donc ne pas hésiter. Si je me permets, Jules, et là, je parle vraiment sous le contrôle de l'expertise de Jonathan. Quelque chose qui vraiment tient à cœur à Jonathan, c'est d'avoir des recettes d'automatisation sur un grand nombre de choses. Parce que, voilà, entre guillemets, on va déployer notre infrastructure en fonction des clients. Donc, on doit être en capacité d'avoir des recettes pour ne pas perdre de temps pour remonter une infra si on a un nouveau client. Et au début, on a voulu tout faire d'emblée en automatisation et finalement, on a aussi un peu changé à des moments de notre fusil d'épaule en faisant en dirty pour l'expérimenter. Et une fois qu'on voit, entre guillemets, que ça fonctionne bien, on passe dans un deuxième temps en automatisation.
Et finalement, ça nous a enseigné pas mal de choses sur la partie Dirty. Déjà, pour ne pas retarder l'équipe technique sur certains aspects, déjà. Et aussi à comprendre certains pitfalls qu'on avait avant de passer à l'automatisation. Ça a marché sur pas mal d'aspects, finalement. Oui, totalement. Ce qui est qui va contre-courant, finalement, c'est qu'on aurait tendance à dire que si on le fait une fois, on a gagné du temps. Et en fait, d'expérience, on a observé l'inverse. C'est qu'il vaut mieux d'abord faire des installs à la main, un petit peu tripatouiller, laisser typiquement la personne admin 6 DevOps bien comprendre la technologie qu'il manipule, vérifier qu'elle soit nécessaire, puis ensuite de l'automatiser. Automatiser dès le début, et ça nous a, finalement, on avait des temps de déploiement qui étaient beaucoup plus grands que si on le découpait en deux tâches. Ah, d'accord, ok. Ok, donc une intervention humaine quand même parfois au début, surtout on va dire pour mettre un peu les mains dans l'outil, c'est quand même super pratique. Ok, non mais c'est un super conseil je pense. Mais c'est comme tout, hein, les outils, faut savoir s'en servir et c'est pas des outils magiques quoi. Donc faut pas oublier qu'il faut se plonger dedans. Je rejoins effectivement. Oui, sur certains aspects, oui. Je rejoins effectivement. J'ai beaucoup dit bien de l'automatisation tout à l'heure, mais ça sert à rien d'essayer d'automatiser quelque chose qu'on n'a jamais fait à la main avant. Bon, on est aligné. Le temps file. Alors moi j'ai encore plein de questions, mais aussi je vous garde un peu de temps sur les Q&A. Est-ce que j'aurais bien aimé qu'on revienne sur vos schémas quand même, parce qu'à mon avis ça intéresse beaucoup de monde et qu'on y passe 1 ou 2 minutes chacun. Parce qu'en plus vous avez pris le temps de les faire, et donc c'est quand même bien de partager ça. Si Nera qui nous écoute pouvait revenir sur les schémas d'infra, ce serait parfait qu'on fasse une petite overview dessus. Et bien parfait. Bon, on commence par Microbiome. Merci Jules. Donc sur ce schéma d'infra, qui est une infrastructure finalement globale de Microbiome Studio, ce que l'on peut voir, c'est justement ces différents composants qu'on a essayé de retrouver. Donc tout ce qui est à gauche, le premier composant, c'est la gestion de la donnée. Donc nous devons être en capacité de distribuer de la donnée sur nos clusters de calcul scientifique et d'avoir des moyens de stockage élastiques. Également, une fois que ces projets sont terminés, le dernier bloc dans ce bloc sur la gestion de la donnée, il y a un object storage qui correspond à notre mécanisme d'archivage. Tous ces blocs storage, chez nous, on fait un chiffrement dessus, luxe. Et en plus, sur les parties object storage, là aussi, on applique des chiffrements pour justement appliquer une certaine degré de sécurité. Sur la partie calcul scientifique, qui est un monde totalement différent de ce que des web services, l'objectif est le même, mais les besoins sont différents. On a développé notre propre solution de technologie qui va provisionner chez Scaleway et configurer nos machines. Et pour faire ce provisioning et cette configuration, on utilise 2 technologies qui sont Terraform et Ansible. Suite à cela, à la fin de ces projets, de ces calculs scientifiques, on a un besoin finalement de structurer l'information. Et donc là, cette information, elle est stockée dans différentes technologies de stockage, qui va être du SQL, du NoSQL, etc. Parce que finalement, là c'est pareil, nous sommes sur le dogme de la base de données unique qui répond à tous les besoins. Il a volé en éclats avec le monde du big data. Et selon nos problématiques, nos questions, on est obligé d'utiliser différentes technologies. Et donc évidemment, ça a un coût en maintenance, mais qu'il est finalement primordial. Et ensuite, sur le bloc vert, nous avons différents web services qui vont consommer ces données-là. Justement, Scaleway propose 2 services qui s'appellent Capsule et l'autre Cosmos, qui permet de faire justement du multi-cloud, qui nous permet d'avoir des services qui consomment cette donnée-là dans ces bases de données. L'ensemble de notre infra à Microbiome Studio, on a mis en place un système, ce qu'on appelle gestion d'identité authentification, qui est basé sur des technologies de chez Red Hat, donc qui a un Free API.
Et on est en cours de déploiement d'une technologie qui s'appelle Cockpit, qui est très mise en avant également, qui va permettre de se coupler à différents outils de log agrégation, etc., pour avoir une vue d'ensemble sur notre infrastructure, sur la sécurité, sur les ressources utilisées, en CPU, RAM et stockage. Donc voilà pour un petit peu la vision globale de Microbiome Studio. Peut-être tu peux répondre à la question d'Alain en même temps sur Kubernetes ou notre Kubernetes. Oui, c'est une très bonne question. En fait, Kubernetes, je dirais, du Kubernetes non managé, vous avez intérêt d'avoir une sacrée équipe et d'avoir des intérêts importants à le faire, parce que ça a un coût. Si vous voulez vraiment pas du Kubernetes pour différentes raisons techniques, il y a d'autres technologies qui sont intéressantes, comme HashiCorp Nomad, qui propose des systèmes de gestion de conteneurs. Alors, l'avantage de Nomad, c'est qu'il permet plusieurs choses. Il peut gérer autant du bare metal, des services non conteneurisés, que du conteneurisé. Il peut aussi gérer des VM. Donc, c'est un peu l'avantage d'HashiCorp Nomad si vous n'êtes pas pour l'utilisation d'un Kubernetes. Et donc, voilà. En gros, pour moi, la conclusion, Kubernetes, pourquoi pas, mais en manager, oui. Voilà, seulement. Ok. Super, merci, Jonathan. Hein, c'est super complet. Je vais faire un petit partage de mon côté pour le schéma de Golem. Attendez, j'arrive. Ah non, attendez. Un petit souci, ça va arriver dans la seconde. Normalement, on devrait être bon. Dites-moi si c'est bon. Ouais, je pense que c'est bon. Ouais, c'est bon, Jules. Eh ben, je laisse Kylian en parler. Ouais. Donc, on a un schéma assez simple, assez volontairement d'ailleurs. Il ne fait pas apparaître le détail des services internes, mais l'objet ici, c'est que déjà, point important, on a un seul point d'entrée à l'infrastructure. C'est à gauche où il y a un utilisateur qui est représenté, et c'est la seule partie qu'on expose à Internet. Ça, c'est utile à la fois pour des raisons de sécurité et d'organisation. On utilise les load balancers de Scaleway. Donc, les trois rectangles bleus sont trois clusters Kubernetes qui sont des clusters capsules Scaleway, donc du Kubernetes managé. On en a trois pour des raisons organisationnelles plus qu'autre chose. On pourrait très bien en avoir un seul, Kubernetes le permet. C'est un choix qu'on a eu chez nous d'en avoir plusieurs. Le premier, qu'on appelle le main cluster, il contient tous les services web qui sont du coup exposés sur Internet, il contient les API, il contient la partie visible des produits. Okay. Il est connecté à des bases de données managées, des S3 managées. Donc c'est lui qui contient le plus de services en quantité. Tout simplement parce que ça expose globalement tout ce qui est utile et utilisable directement par nos clients. Les deux autres clusters, ils contiennent des dépendances à ça. Le premier en haut à droite, il contient tout simplement toutes nos instances de l'IA. Nos produits sont multi-tenants, c'est-à-dire qu'un produit sert plusieurs clients sans être déployé plusieurs fois, avec une séparation logique, à part nos instances d'IA, qui elles sont single tenant, tout simplement pour des raisons de performance. On lance des instances de l'IA qui sont chargées avec la configuration d'un client. Ça permet à la fois de faire une isolation de sécurité qui est importante pour certains de nos clients, et aussi d'avoir de bonnes performances parce qu'on a des instances dédiées lancées. Tout en bas, il y a un cluster qui est un peu plus petit, mais qui est extrêmement critique, dans lequel les choses sont répliquées, et c'est là qu'on utilise le plus les fonctionnalités de réplication et de séparation Scaleway. C'est un serveur qui contient des briques back-end d'orchestration, et en particulier notre service RabbitMQ. Vu qu'on fait majoritairement des traitements lourds, nos API HTTPS sont en fait des appels asynchrones. On envoie d'abord un premier appel qui dit oui auquel le traitement est lancé. Un traitement chez nous va durer parfois une demi-seconde, mais parfois aussi 5 minutes, si on envoie un dossier immense qui a beaucoup de données à traiter. Et du coup, tout ça, c'est géré par des files d'attente. Et du coup, on gère aussi dans un cluster Kubernetes ces services critiques qui sont essentiels à ce que le flux se passe correctement.
Ok, eh ben, je pense qu'on a à peu près fait le tour. Merci beaucoup, Kylian. C'est bien parce qu'en plus, on a 2 schémas super différents. Hop là. Je reviens. Ah, ça partage encore. Non, c'est bon, ça s'est arrêté. Non, c'est bon. Oui. J'ai entendu les petits pops des questions. Alors, on a un peu dépassé, ça devait finir à 45. Il y a quand même beaucoup de questions, donc j'aimerais bien qu'on y réponde. Mais moi, j'ai pas pu aborder tous les sujets, donc on va essayer de prendre 5 minutes pour répondre à toutes les questions. Je vais les prendre par sens de vote. Alors, hop là. Comment gérez-vous la partie monitoring? Ah mince, ça a bougé. Non, parce que les gens votaient. C'est bon. Comment gérez-vous la partie monitoring, service manager ou implémentation interne? Je vais juste répondre avant nos autres speakers. Aujourd'hui, chez Scaleway, pour le monitoring, on n'a pas de produit manager. On est en train de travailler sur des puits de log en interne pour avoir une visualisation globale de tout ce qui se passe. C'est que du monitoring par produit. Et après, je laisse parler aux intervenants sur leur implémentation. Je l'ai un petit peu évoqué pour ma part tout à l'heure, c'est du classique, hein, c'est la technologie Cockpit qui est fournie en général assez de base sur des Red Hat-like et de l'agrégation de logs. Et là, vous avez plusieurs technologies différentes, Grafana ou toute la suite ELK, Elasticsearch, etc., Kibana, Loki, voilà. Ok, bah, super, très précis. Et nous, alors, on en a beaucoup, donc je vais aller vite dessus. On a aussi le grand classique Grafana, auquel on a associé Loki, qui permet d'avoir Bien et des sûr. stats et des logs dans Grafana. On utilise, donc ça effectivement, c'est de l'implémentation, enfin c'est de l'implémentation, c'est de l'hébergement interne, même si c'est un outil open source. On utilise aussi du manager, on utilise un peu Neuralink, mais uniquement une partie de leurs outils. On utilise pas mal Sentry pour loguer des erreurs. Point important là-dessus d'ailleurs, sur ce genre d'outils-là, selon les politiques de données que vous avez, faites attention à avoir des logs propres, ne pas avoir par exemple des credentials qui apparaissent dans vos logs, au risque d'envoyer des credentials à des services externes. Et on utilise aussi pour du monitoring accessible aux métiers, ce qui est un élément important pour nous, Metabase, qui permet d'afficher des stats basées sur des sources de données internes. Et nous, ça permet à la fois aux équipes techniques et aux équipes commerciales ou autres d'avoir une idée du nombre de documents qu'on traite pour chaque client, du temps moyen de réponse, de temps de traitement, etc., etc. Et ce qui est assez utile parce que ça fait une interface qui est très claire, à la fois utile au tech et aussi compréhensible par des gens qui n'ont pas d'expertise technique et qui ont besoin quand même d'avoir accès à cette information-là. Ça fait une interface un peu moins technique que Grafana. Ok, non, mais du coup, ça nous donne pas mal d'outils parce que je pense que ça intéresse beaucoup de gens. Du coup, Grafana, Prometheus, Metabase, j'ai entendu, Cockpit côté microbiome, Loki, j'ai dit, et Loki. Donc, déjà pas mal d'outils. Et on utilise, quand on a des problèmes de performance, on utilise le monitoring pur Scaleway pour le coup, pour avoir vraiment accès aux métriques, soit des machines, soit des bases de données. Mais c'est vraiment sur des questions plus de performance que d'observabilité. Oui, tout à fait. Bah, nous, il y aura par exemple la disponibilité de CPU sur les instances dans Capsule. Il va y avoir le nombre d'objets dans S3. Nous, on propose quand même, sur chacun de nos produits, il y a du monitoring possible, bien sûr. OK. Alors, un ordre de grandeur des coûts de vos infras respectives. Donc là, c'est à votre discrétion. On n'obligera personne sur ça. C'est si vous voulez partager ou pas. Aujourd'hui, ça va être différent de demain. Non, alors peut-être que si on ne veut pas de disclaimer public, ce qui est compréhensible, est-ce que peut-être ce serait possible de donner une adresse mail? Peut-être que Valentin Sarraud, qui a posé la question, souhaiterait en discuter avec vous parce que ça peut être, et moi j'ai 2000 € avec 2 clusters, est-ce que je fais n'importe quoi ou pas? Ça peut prendre plein de choses. Ouais. Nous, peut-être plus mais peut-être qu'il sera plus pertinent, c'est les chiffres de Kylian, si Kylian peut les partager du côté de Golem, parce que nous, on attaque, donc forcément, on n'a pas des clients qui tournent sur l'infra. Pour l'instant, l'infra, elle est faite pour que nous, on développe la solution et qu'on prévoit le futur. Pour l'instant, on est à quelques
milliers d'euros par mois et clairement inférieur à 10 000 pour l'instant. Et clairement, on prévoit que ça sera beaucoup, beaucoup plus haut parce que quand on va backuper, stocker et calculer une grosse volumétrie de données, ben forcément, en termes de HPC ou de stockage, ça va monter en flèche à plusieurs dizaines de milliers d'euros. Mais pour l'instant, on est inférieur clairement à 10 000 pour la partie R&D. Et à mon avis, Golem, c'est différent vu le volumétrie de données que vous traitez. Alors, ça va. Alors, effectivement, donc, alors j'ai parlé du passé et du présent parce que je pense que là, nous, on a atteint le stade où on s'est souvent qualifié de scale-up. Donc là, de nos jours, on a des coûts d'infra qui restent assez légers par rapport à notre taille parce qu'on a fait des choix technologiques on fait de l'IA, mais on ne fait pas du machine learning, on fait de l'IA symbolique. Je ne vais pas m'étendre là-dessus sur le temps qui reste, mais ça réduit énormément. On n'a pas besoin de GPU, par exemple, ça réduit énormément nos coûts d'infra. Ce qui fait qu'encore aujourd'hui, on a des coûts d'infra qui vont entre 10 et 20 000 euros par mois, ce qui est assez faible pour une boîte de notre taille. Pour la volume, ouais. Par contre, élément important, c'est qu'on a tenu nos 2, voire presque 3 premières années à moins de 1 000 euros par mois d'infra. C'est impressionnant quand même. Parce que justement, avoir un peu d'autoscaling et avoir des services un peu minimalistes tôt, ça permet de faire pas mal d'économies de coûts là-dessus. Donc, effectivement, l'autoscaling change vraiment tout. Hein. Je pense que c'est l'élément important qu'a rajouté le cloud, hein, parce que si on regarde le coût à l'heure ou à la journée d'un serveur sur du cloud, il a toujours l'air un peu plus cher. Hein. Par contre, ce qui coûte moins cher, c'est qu'en fait, on peut l'éteindre la nuit, on peut l'éteindre pendant 1 heure si on veut, et ça change vraiment beaucoup la donne sur la gestion des coûts. Je me permets juste de rebondir sur ça. C'est vrai que tu as raison, Kylian. L'autoscaling, c'est un game changer niveau coût, quoi. Vous allez consommer vraiment que ce dont votre infra a besoin et elle va tout gérer pour vous. Il y a aussi le moyen, et ça c'est avec l'avènement du pass, d'allumer et d'éteindre des instances à la volée sans forcément couper le storage qui est à côté. Donc il n'y a pas de perte de données, mais il n'y a pas d'utilisation du CPU. Quand il y a des grosses volumétries d'instances, ça fait une diff énorme. Je pense qu'on s'est bien étendu sur cette question. Il nous reste quelques minutes. Hop là. Alors ça, c'est plus pour moi. À quand MongoDB est managé chez Scaleway? Grande question qu'on me demande depuis mon premier jour chez Scaleway. Alors, c'est pas du tout pour tout de suite. Faut être très honnête. Nous, on a un problème. Alors, non, on aimerait beaucoup qu'il y ait du MongoDB managé chez nous. C'est un problème de licensing aujourd'hui. Si on voulait proposer du MongoDB, il faudrait probablement qu'on propose du MongoDB Atlas. Et aujourd'hui, il n'y a que les très gros cloud providers américains qui le proposent. Donc, c'est très limité. Avec plaisir de notre côté dès qu'on peut, mais aujourd'hui en manager c'est compliqué. Après, c'est un produit qui est beaucoup monté chez Scaleway, notamment sur du capsule, et on a des solution architectes qui savent le faire, qui l'ont déjà fait pour des clients, donc aucun problème pour organiser un rendez-vous avec eux, un one-to-one, et en discuter avec eux sur comment est-ce que ça se passe quand on veut monter du MongoDB, que c'est pas proposé. De manière globale, pour ce genre de sujet, SaaS ou PaaS, déjà avoir une brique IA sur laquelle vous appuyez, même si on ne propose pas le service, vous allez voir que ça va vous enlever une belle épine du pied. RMQ managé, donc je pense que c'est RabbitMQ. Pas du tout dans le pipe, on va être clair. J'ai à peu près la roadmap. Alors, j'ai la roadmap en tête jusqu'au 30 juin. C'est grosso modo sur 6 mois qu'on nous les présente. Ça peut tout à fait être proposé à. Je sais ce que j'ai oublié. J'ai oublié un truc super important pendant que j'y réponds. C'est feature request. Je le mets à tout le monde dans le chat. Hop là. Aujourd'hui, alors du coup, non pour RMQ. C'est pas pour ça qu'on peut pas le mettre dans la roadmap. Au contraire. On a un gros travail d'évangélisation à faire en externe pour pousser au monde des développeurs ce que c'est faire Scaleway, mais inversement, on a de l'évangélisation à faire en interne pour donner le besoin des clients à nos développeurs. Du coup, n'hésitez pas à aller voter sur Feature Request. Et moi, en tout cas, je le pousse parce que c'est pas du tout la première fois que je le vois passer. Donc, on va essayer de plancher dessus pour avoir une team dédiée pour mettre en place du RabbitMQ. Et si je peux faire un feedback sur RabbitMQ, pour le coup, nous, on l'utilise énormément. Ça, c'est un backbone dans notre infrastructure.
on n'a effectivement pas de RabbitMQ managé chez Scaleway, mais ce n'est pas le service le plus compliqué à gérer. Autant un MongoDB, effectivement, un MongoDB managé, ça ferait du bien, parce que c'est une techno qui est assez complexe. RabbitMQ, si vous avez déjà un cluster capsule, il y a tout ce qu'il faut en configuration préexistante pour avoir du RabbitMQ qui est répliqué, avec de la bonne performance, avec du stockage disque en backup, avec de la capacité de recouvrement, etc., sur des configurations préexistantes. Donc, Ok. c'est pas la partie chez nous qui est de la boîte critique, c'est pas un point extrême de complexité extrême chez nous. Merci Kylian. Le temps a filé vraiment super vite. Je voulais qu'on fasse 45 minutes, on a presque fait 1 heure. Merci infiniment à nos intervenants, merci à Sylvia, à Jonathan et à Kylian d'avoir partagé avec Scaleway aujourd'hui. C'est vraiment super intéressant. J'espère qu'on refera ce type d'exercice. Et comme je l'avais promis au début, il y a un voucher. Alors, je vais tout vous mettre dans le chat aussi, que je vais vous partager. Hop là. Donc, je vous ai donné et le tuto sur comment l'utiliser, même si ça reste très simple, et le voucher code qui est SCW01 DevRel, tout en majuscule, et vous aurez 100 € crédités par compte. Voilà, et je vois qu'il y a encore des questions. Je vais essayer d'utiliser les 2 minutes qui me restent pour aller le plus vite possible. Bonjour, une DB manager, comment gérer multi-cloud? Il n'y a pas de solution sur étagère, très concrètement. La première chose à laquelle je pense, c'est un proxy. Le mieux, c'est pas vraiment une approche multi-cloud pour l'instant, même si on peut tout à fait en discuter pour monter une archi autour. C'est vraiment déjà répliqué avec, dans le cas d'une DB relationnelle, sur du master-slave, c'est déjà quand même un bon début. Et après, sur différentes AISI, availability zone. Est-ce qu'il y a des questions, des grosses questions que j'aurais loupées? Antoine, ce coupon a déjà été utilisé. Alors, effectivement, c'est un voucher qui n'est que pour les nouveaux utilisateurs. Je me renseigne parce que je pense qu'il y a des personnes qui ont déjà des comptes dans ceux qui nous regardent. Donc, on va se renseigner pour essayer de créer un autre voucher code. Alors, celui-là, c'est effectivement pour les gens qui n'ont pas déjà utilisé le produit Scaleway. Je pense qu'on a fait le tour. Je vais couper parce qu'on a déjà beaucoup dépassé. Merci infiniment à Sylvia, Jonathan, Kylian, à Nera et à Anne pour m'avoir aidé à préparer ce webinaire. Enfin, c'est plus une table ronde. Je reste disponible. jmartin@scaleway.com si vous avez la moindre question. Et je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à tous. Merci à tous. Bonne fin de journée.